Bonjour et bienvenue tout le monde. Je m'appelle Hélène Raymond. Je vous accueille avec grand plaisir à ce dernier panel de notre série Hiver-Printemps 2021 organisée par UPA Développement International. Vous savez, aujourd'hui, on est plus de 130, donc c'est notre record à vie. Le nombre d'inscriptions ne cesse de grandir à mesure qu'on tient des événements semblables. Alors, un grand merci d'être là pour réfléchir avec nous à l'avenir de l'agriculture, à l'avenir de la coopération agricole également. L'avenir de l'agriculture passe bien sûr par le soutien des États, par la compréhension et l'adaptation au changement climatique de plus en plus, par la reconnaissance du rôle des femmes, on l'a vu dans un de nos panels, par l'équité en matière d'alimentation entre les populations, c'est de plus en plus soulevé et important, et bien sûr aussi par la relève. Et partout où nous intervenons, les questions liées à la place des jeunes femmes, des jeunes hommes au sein même des exploitations et dans les organisations paysannes demeurent préoccupantes pour les organisations. Comment peut-on leur permettre de faire entendre leur voix? Pourquoi insister autant sur l'importance de la formation? Est-ce qu'on doit reproduire des modèles agricoles traditionnels ou au contraire proposer une diversité de modèles dans lesquels elles et ils vont trouver une place, vont trouver leur place au regard des enjeux contemporains? Et comment l'agriculture peut-elle contribuer à freiner cette forme d'exode rural qui peut même mener à la radicalisation? On n'a pas assez de temps aujourd'hui pour couvrir à fond toutes ces questions-là, mais on veut les aborder avec vous parce qu'elles nous semblent très importantes et on veut bien sûr discuter du rôle des organisations paysannes avec lesquelles nous intervenons là-dedans. Alors, vous entendrez aujourd'hui Sylvie Brunel, qui est géographe. Je vous la présenterai plus longuement tout à l'heure. Sylvie Brunel a publié un ouvrage qui s'appelle « Pourquoi les paysans vont sauver le monde », un livre dont je vous recommande la lecture. Nous nous entretiendrons également avec Nazirou Sall, secrétaire général du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest, qui a publié une étude approfondie sur la place des jeunes en agriculture. On va croiser également l'expérience de Douin Sassoé, président du Collège des jeunes de la Plateforme nationale des organisations paysannes de producteurs agricoles au Bénin. On va s'entretenir aussi avec Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, et enfin Abdon Sen, secrétaire général pour la Fédération des groupements associés des paysans de Baol. Abdon, lui, est au Sénégal. Alors, on est très, très heureux de vous avoir tout le monde avec nous aujourd'hui. Et je vais laisser Hugo Beauregard-Langelier, le secrétaire général du PADI, vous souhaiter officiellement la bienvenue, tout le monde. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à tous et à toutes qui êtes avec nous aujourd'hui pour cette discussion sur l'avenir de l'agriculture. Avenir qui passe nécessairement par la place de la relève dans nos systèmes agricoles et agroalimentaires. C'est donc un plaisir de vous retrouver pour ce quatrième panel de notre série 2021. Également, je tiens à saluer et à remercier chaleureusement nos panélistes et Hélène pour votre présence aujourd'hui. Pendant que les semis sont presque terminés au Québec et sur le point de commencer dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, je pense que le moment est bien choisi pour discuter de la place des jeunes qu'on souhaite voir grandir au sein des fermes et des organisations agricoles. Car si tout est fait au champ pour que les jeunes pousses grandissent, il n'y a pas toujours autant d'efforts qui est mis pour que les jeunes de la relève puissent également grandir au sein des exploitations ou des organisations professionnelles agricoles. Pression et tensions familiales, accès à la formation, accès au foncier et au crédit, ce sont tous des obstacles qui sont régulièrement sur le chemin des jeunes agriculteurs qui choisissent les métiers en agriculture. À ces obstacles, on ne peut faire abstraction des pressions externes, notamment celles des exodes, que ce soit celles des exodes vers les villes, les exodes vers l'Europe ou plus radicalement, comme Hélène en a parlé, les exodes vers le djihadisme dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Mais malgré ces difficultés, il est encourageant que les jeunes et la relève s'organisent, se structurent et prennent de plus en plus d'assurance sur la place publique. Au Québec, nous avons la Fédération de la relève agricole qui s'impose en tant que proposeur de solutions, notamment sur les enjeux de l'accès aux fonciers. En Afrique, des jeunes prennent leur place dans les organisations paysannes. Dans certains pays, tels qu'on l'a aujourd'hui avec nous au Bénin, la relève s'est même dotée d'un collège des jeunes pour porter leurs aspirations. Et ce qui est de plus en plus encourageant, notamment avec la démocratisation des nouvelles technologies et des moyens de communication, et qu'il est de plus en plus facile que ces différentes organisations ou initiatives mondiales se concertent. C'est ce qui nous a permis, au niveau du PADI,
de mettre en relation, entre autres, la Fédération de la relève agricole du Québec et des jeunes agriculteurs et agricultrices des pays où nous intervenons. Avant de conclure, je tiens à vous remercier grandement, toutes les personnes qui ont participé à un de nos 4 panels ou aux 4 panels que nous avons tenus depuis janvier. Voyant que la pandémie allait se poursuivre, nous avons décidé dès octobre de réfléchir à une façon de maintenir les échanges entre le Québec et nos partenaires à travers le monde. Les panels sont apparus comme le meilleur des moyens et nous nous réjouissons qu'il y ait un nombre grandissant de participants qui ont participé à ces activités. Même si un retour à la graduelle est de plus en plus envisagé, nous vous promettons de tout mettre en œuvre pour vous revenir avec des nouvelles idées innovantes pour maintenir ces discussions sur l'agriculture familiale et l'agroalimentaire dès la prochaine rentrée en septembre. Restez donc à l'affût de nos réseaux sociaux, infolettes et autres communications. Donc, comme l'expression dit que l'avenir, c'est maintenant, je laisse sans plus tarder toute la parole à notre panel, dont certains vont vous démontrer comment leurs organisations contribuent à ce que les jeunes prennent leur place dans le secteur agricole et agroalimentaire. Merci encore de votre participation, puis à toi, Hélène, la parole. Merci beaucoup, Hugo. Et avant de plonger dans ce qui touche de très, très près la relève, on a cru bon de vous proposer une réflexion sur l'avenir de l'agriculture. Quel sera son rôle sur une planète de 10 milliards d'habitants, accueillant de nouvelles classes moyennes, des consommateurs de plus en plus exigeants? Quel sera son rôle au regard des changements climatiques et quel rôle les jeunes de la relève agricole devraient-ils revendiquer dès maintenant pour être des acteurs de ce changement? Alors, j'accueille avec plaisir Sylvie Brunel. Elle est géographe. C'est une écrivaine prolifique sur les enjeux qui touchent l'agriculture et la faim. Elle a été présidente d'Action contre la faim en France. Elle est professeure à la Sorbonne. Bonjour, bienvenue, Sylvie Brunel. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver tous. Sylvie, ce livre, c'est un plaidoyer pour la revalorisation du rôle d'agriculteur, pour un équilibre qui fait place à la modernité dans les champs, pour une production qui nourrit, pour un appel à une 3e révolution agricole. Votre réflexion, vous l'axez sur la France, bien sûr, mais on peut penser que le constat ou que est quasiment universel. Les enjeux sont plus qu'universels. Alors, les enjeux sont universels en ce sens que les besoins alimentaires vont être croissants, puisque de plus en plus de personnes vivent en ville, que nous perdons des terres agricoles, notamment aux basses latitudes, que le climat change et que ces gens qui sont urbains ont des attentes de plus en plus importantes d'aliments transformés, d'aliments prêts à l'emploi, d'aliments faciles. Donc, il y a sur les épaules des agriculteurs des défis très lourds qui les attendent. Quand on doit être agriculteur, quand on veut être un bon agriculteur, il faut être bon en tout. Il faut être bon sur les sols, il faut être bon sur l'agronomie, il faut être bon sur la pression parasitaire, il faut être bon sur évidemment le climat, la météo plus exactement, il faut être bon sur la gestion de l'eau, il faut être bon sur les marchés, les filières, la transformation. Et on se rend compte que face à cette charge qui pèse sur les épaules des agriculteurs et qui passe d'ailleurs par le filtre essentiel du prix, nous avons des urbains qui ont oublié la peur de manquer et qui croient que la sécurité alimentaire va de soi. Et ces urbains ont des exigences de plus en plus importantes sur les paysans, globalement. Le terme paysan étant entendu de façon globale, on peut dire agriculteur, on peut dire paysan, mais c'est-à-dire ceux qui sont au contact de la nature et qui sont chargés de nous nourrir au quotidien d'aliments sûrs et prêts à l'emploi et faciles et pas chers. Et alors, ce qu'on constate en France, parce que je ne vais pas parler bien sûr de l'Afrique puisque nous avons des spécialistes et que je ne voudrais pas prendre la parole à leur place, mais ce que constate en France, c'est que la moitié des 450 000 agriculteurs français vont partir en retraite dans les 10 prochaines années et que se pose donc la question essentielle de la relève. Quelle relève? Et c'est justement le thème qui nous réunit aujourd'hui. Quelle relève pour le monde agricole? Et en fait, dans les nouvelles installations, il y a des choses qui sont très encourageantes, mais des choses qui sont aussi très inquiétantes. Très encourageante, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, particulièrement depuis les confinements, éprouvent un besoin de retourner au métier de la terre. Ils éprouvent un besoin de reconnexion avec la nature et donc il y a une demande très forte. Ce qui est plus inquiétant, c'est que dans les nouvelles installations,
beaucoup de ces jeunes sont ce que nous appelons, nous, en France, des hors-cadres, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas du milieu agricole, qui n'ont pas forcément reçu une formation agricole, parce qu'on ne s'improvise pas paysan, et qui voudraient s'installer dans des niches à forte valeur ajoutée qui correspondent à ce qu'ils pensent être les attentes des urbains, c'est-à-dire du bio, du local, de la permaculture, des plantes à parfum, des animaux élevés sous label. Donc, ce sont des installations qui se font souvent dans du périurbain, sur des surfaces qui ne sont pas très grandes, et ces installations sont largement soutenues par les pouvoirs publics, souvent d'ailleurs dans le contexte de la transition agroécologique. Le problème, c'est que ce sont des installations qui demandent énormément de financement pour pouvoir exister et qui se heurtent à deux problèmes. D'abord, la pénibilité, parce qu'on renvoie souvent ces modèles à des modèles qui reposent beaucoup sur un grand nombre d'heures de travail, voire sur de la main-d'œuvre bénévole. Vous savez, c'est tous les systèmes aujourd'hui où on vient travailler dans les fermes finalement pour se faire plaisir. Mais le tourisme rural, qui a toute sa place, bien sûr, ne permettra pas de nourrir le monde. Il ne permettra pas de nourrir les mégalopoles. Et le deuxième problème qu'on a, c'est un problème de rémunération. Parce qu'au départ, ces militants agricoles, en fait, ceux à qui ils s'adressent, ce sont ce sont des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui veulent, par le biais de l'agriculture paysanne, par le biais du magasin de ferme, par le biais de la proximité, qui veulent finalement leur donner une chance. Mais le Covid, le problème des confinements, a montré que la question du prix de la nourriture, redevenait une question essentielle. Qu'on accepte sur un acte militant de payer quelques produits alimentaires à leur juste prix pour soutenir un mouvement agricole, mais qu'en réalité, et je vais vous parler encore là de la France, 90% des achats concernent l'agriculture qu'on va appeler conventionnelle, Oui. même si elle ne cesse d'évoluer, elle ne cesse de se remettre en question. Le terme conventionnel est très mal trouvé. Et 10% seulement concernent le bio. Et par ailleurs, 9 dixièmes de ces achats se font en grande surface. Donc les gens ont retrouvé la ferme de proximité pendant les confinements, mais est-ce que ces achats vont rester durables et est-ce que ces modèles ne vont pas buter sur du découragement? C'est une question qui peut se poser. Oui, Alors, qui est essentielle à la réflexion. Et cette réflexion sur la pénibilité du travail, cette réflexion sur la rémunération, elle est universelle. C'est un enjeu pour tous les paysans du monde ou pour plusieurs des paysans du monde. Et vous dites, il faut refuser ce destin associé qui associe pénibilité et pauvreté. oui, c'est ça. Comment? Paysan ne doit pas rimer avec pauvreté, perte. Perte, pourquoi je dis perte? Parce que la pression parasitaire, elle reste une réalité, elle est très forte. Nous avons là des collègues en Afrique. Moi, quand j'étais au Bénin, j'entendais les agriculteurs dire nous voulons des cides. Alors, vous savez, le terme de cide, c'était pesticide, c'était fongicide, c'était herbicide. Donc, c'est très bien que la pression parasitaire est aggravée par la mondialisation, et le Covid en est un exemple, et le changement climatique. Donc, on a sans arrêt de nouvelles pestes qui arrivent. Les urbains voudraient une agriculture naturelle. Ils n'auraient aucun problème pour renvoyer les agriculteurs à des solutions manuelles, c'est-à-dire on défriche à la main, on enlève les chenilles et on chasse les rats en faisant travailler les enfants. Alors qu'en réalité, l'agriculteur, alors oui, je vous ai dit les P, donc la pénibilité, la précarité, la pression parasitaire, les pertes et la pauvreté. Parce que finalement, ce qui découle de tout ça, c'est la pauvreté. Or, dans mon livre que vous avez eu la gentillesse de citer, ce que je dis, c'est que la troisième révolution agricole, elle demande aujourd'hui une agriculture qui, quel que soit le modèle, parce qu'on peut avoir des modèles familiaux, il faut associer les modèles, il ne faut pas les opposer, mais il faut quand même qu'elle soit nourricière et performante. C'est-à-dire qu'elle nourrisse celui qui la pratique, mais qu'elle nourrisse aussi le consommateur. Et une bonne politique agricole, c'est une politique qui arrive à la fois à permettre aux paysans de vivre dignement de son travail, et aux consommateurs d'avoir accès à une nourriture qui soit accessible à son portefeuille. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le Covid a
augmenter le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. En France, on a 1 million de pauvres de plus qui se sont ajoutés aux 9 millions de pauvres que nous comptions déjà, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas faire 3 repas corrects par jour. Et dans le monde, ce n'est pas un hasard si le Programme alimentaire mondial a eu le prix Nobel de la paix en novembre dernier. Nous avons à peu près 150 millions de personnes qui se sont ajoutées voilà. Oui, aux 800 millions de personnes qui déjà n'ont pas un revenu suffisant pour se nourrir. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on produit probablement suffisamment aujourd'hui dans le monde pour nourrir chacun, mais le pauvre, eh bien, il a besoin d'une nourriture accessible. Et on ne peut pas préconiser des modèles élitistes qui s'adressent uniquement à des gens qui peuvent payer cher ou des modèles qui renvoient les agriculteurs à des systèmes du passé. Tous les agriculteurs du monde sont identiques. Ils veulent des moyens modernes pour pouvoir mener une vie digne, pour se libérer de l'esclavage du travail de la terre ou d'ailleurs de l'élevage, qui est un travail constant, et pour pouvoir vivre la même vie que les gens qui ont choisi de partir pour la ville. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un exode rural qui se poursuit et on a ce dont parlait Hugo tout à l'heure dans son introduction, c'est-à-dire la tentation de ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest l'aventure avec un grand A, c'est-à-dire partir vers les supposés Eldorado que sont l'Europe, l'Amérique du Nord, avec tous les dangers et les désillusions que cela va entraîner. Au péril de sa vie. Et au Même au péril de sa vie. Donc, une bonne politique agricole nationale en est une qui se fonde sur l'espoir et qui en est une de respect à l'intention du travail, de dignité à l'intention du travail paysan en premier, quelle que soit l'échelle à laquelle on pratique l'agriculture. Voilà. C'est de considérer la base, donc le premier intervenant, la première intervenante, les premiers concernés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de rendre sa dignité à celui qui nous nourrit, au lieu de, comme on le voit de plus en plus, mordre les mains qui nous nourrissent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à la sécurité alimentaire que nous sommes trop exigeants à l'égard de nos cultivateurs ou de nos éleveurs. Alors, je résume ça dans mon livre en disant qu'il faut les 5 R, c'est-à-dire la reconnaissance des travaux que ces agriculteurs mettent en œuvre pour innover sans cesse. Quand on va sur le site de l'Union des producteurs du Québec, on voit bien que le mot innovation, le mot chercher, trouver des réponses à la pression parasitaire, à descendre l'utilisation des antibiotiques, enfin, on voit bien qu'il y a une innovation qui est permanente, donc il faut une reconnaissance sur tous les efforts qu'ils mettent en œuvre pour nous nourrir. Il faut aussi un respect pour leur travail parce qu'on ne peut pas sans arrêt leur donner des injonctions contradictoires ou leur interdire des molécules qui les confrontent à des impasses techniques. Il faut aussi une réconciliation parce que ce monde urbain et ce monde rural, ils ne sont pas opposés. On dit toujours dans les villes africaines que les citadins ont un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'ils ont en permanence des relations qui restent très fortes avec la campagne. Et d'ailleurs, ils s'approvisionnent encore beaucoup dans des circuits qui mêlent l'urbain et le rural. On est beaucoup dans le périurbain. Et puis, il faut aussi de la rencontre. Parce que la rencontre, sinon, on ne sait pas de quoi on parle. S'il n'y a pas ce que vous organisez aujourd'hui, c'est-à-dire le moyen de pouvoir échanger, de pouvoir faire un partage d'expérience, chacun parle dans sa tour d'ivoire. Et enfin, le dernier R, c'est la rémunération. Parce que sans rémunération, eh bien, on ne peut pas attendre d'un agriculteur qu'il prenne des risques dans les semences, des risques dans la nouvelle mise en œuvre de la biodiversité, dans l'agroécologie, dans de nouvelles plantes. Et donc, ça passe par la rémunération. Et la rémunération, eh bien, un paysan seul est un paysan spolié. Donc, il faut des syndicats, des organisations paysannes, des organisations de producteurs. Vous avez bientôt un siècle. Vous avez été créé en 1924, ai-je vu. Eh bien, c'est ça, c'est ce mouvement d'organisation du monde paysan face aux attentes de la société. Eh bien, il a besoin de se généraliser aussi sur le continent africain, où on a encore 2/3 de la population qui travaille dans les campagnes, dont la question de la rémunération est au premier plan parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les premières victimes de la faim en Afrique, ce sont paradoxalement ceux qui cultivent la terre. Et donc, cette espèce de solidarité, de synergie, de problèmes qui sont des problèmes mondiaux, même s'il faut apporter des solutions locales, eh ben, elle demande des réflexions qui soient des réflexions globales comme celles que vous êtes en train de mener, comme celles qu'on est en train de mener tous ensemble cet après-midi. Cet après-midi. Sur cette question de la rémunération, vous rappelez aux consommateurs du Nord
dans leur volonté de ne privilégier que le local, qu'ils ont également une responsabilité à l'endroit des paysans du Sud et de ce qu'ils produisent, de ce Bon, alors, qu'ils offrent pour nous nourrir. de toute façon, la notion de local, moi je comprends totalement hein, l'idée qu'il faut faire travailler le producteur d'à côté, c'est très important si l'on veut que les territoires restent vivants, si l'on veut que dans les campagnes, il y ait un réseau de fermes, il ne faut pas compter sur le moins-disant. Mais en même temps, dire qu'on veut du local, c'est un peu quand même, comment dire, fantasmagorique. Quels sont les trois aliments de base de la convivialité en Europe et au Québec? C'est le café, le thé, le chocolat, qui sont des produits tropicaux. Donc déjà, local, ça ne veut rien dire puisque une grande partie de ce que nous consommons vient du monde tropical. Donc il y a déjà une complémentarité géographique. Par ailleurs, est-ce qu'un paysan a intérêt à faire du mil localement en Afrique quand il peut vendre cher des haricots verts ou des fraises en contre-saison et que nous sommes heureux, nous, d'avoir, parce que nous nous attendons à avoir à tout moment une nourriture extrêmement variée. Si nous nous basions, et c'est encore plus vrai au Québec, où le froid est encore plus long que chez nous, si nous nous basions que sur le local, eh bien, nous reviendrions à une alimentation extrêmement monotone et extrêmement carencée. Donc, la sécurité alimentaire repose sur les échanges et il faut bien comprendre que souvent, pour créer de la valeur, pour un producteur, il faut qu'il aille la chercher. Et quand on est un producteur africain, eh bien, ça ne vaut pas forcément le coup de consacrer tous ses efforts à faire du mil. Il vaut mieux faire des productions qui ont une forte valeur ajoutée et parce que ça permet en contrepartie d'acheter beaucoup plus. Alors, on peut dire évidemment qu'il y a une dépendance alimentaire des villes africaines à l'égard des importations céréalières parce que l'arme alimentaire existe toujours et que cette facture alimentaire ne cesse d'augmenter. Mais il y a un moyen de la payer. L'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas produire tout ce que l'on consomme, c'est avoir les moyens de payer sa facture alimentaire tout en ne dépendant pas de l'arme alimentaire détenue par un certain nombre de pays. Et ça passe par des filières extrêmement performantes qui montrent d'ailleurs cette mutation aujourd'hui de l'agriculture africaine, parce qu'on ne peut pas rester sur l'image traditionnelle d'un paysan qui utilise la houe et qui n'innove pas. On sent très bien qu'il y a une innovation très forte. Mais si cette innovation n'est pas accompagnée, eh bien, elle sera perpétuellement confrontée à ce problème de la reconnaissance et de la rémunération. Elle est constamment à risque. Qu'est-ce que vous dites, Sylvie Brunel, à des jeunes qui sont aujourd'hui tentés de vivre de l'agriculture? Qu'est-ce que vous leur dites, qu'ils soient français, africains, québécois, pour leur donner envie de vivre en milieu rural? Vous faites de tout ça un défi, un grand projet, vous les inscrivez dans la modernité? Oui, oui, pour moi, ils exercent. Pour moi, aujourd'hui être paysan, ou paysanne, hein, parce qu'il faut parler des femmes aussi, on l'a dit, c'est exercer le plus beau métier du monde. D'abord, c'est parce que c'est un métier au contact avec la terre, au contact avec la nature. Les premiers écologistes du monde, ce sont les paysans, parce que eux, la nature, c'est leur outil de travail. C'est un métier stratégique. Sans agriculteurs, un pays meurt. Et on a besoin de garder, d'ailleurs les grandes puissances le savent, elles font très attention à ne pas perdre leurs agriculteurs, à garder un volant important d'agriculteurs. Et puis je leur dis, vous savez, de plus en plus aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont ce qu'on appelle les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent des outils d'aide à la décision qui sont les stations météo, qui sont ce qu'on appelle l'écologie chimique, c'est-à-dire le biocontrôle, les insectes auxiliaires. Ils sont vraiment dans une innovation permanente. C'est un métier formidable. Alors, on a tendance de plus en plus en France à avoir des agriculteurs qui sont beaucoup sur leur smartphone parce qu'ils pilotent tout un tas d'outils. Mais pour des jeunes, c'est hyper stimulant. Les jeunes adorent ça. Après, il ne faut pas oublier que ça demande des moyens financiers. Donc, il faut se regrouper. Et peut-être que les nouvelles CUMA, vous savez, les coopératives d'utilisation du matériel agricole, oui, elles deviendront des CUMAC ou des CUMAE, c'est-à-dire des coopératives d'utilisation du matériel agricole électronique. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas renvoyer l'agriculteur du monde, et particulièrement en Afrique, vers le passé. Il a la chance de pouvoir directement opter pour le meilleur, c'est-à-dire ce que des dizaines et des dizaines d'années de recherche ont permis ce à quoi ça nous a permis d'aboutir sur les solutions. Alors moi, je suis résolument, pour le génomique, résolution pour les new breeding technologies. Enfin, je sais que tout ça est très, très, contesté, mais quand on voit par exemple que le manioc
s'il n'y avait pas eu le génie génétique, on perdait le manioc ou la papaye. Je me dis, on n'a pas de temps, il faut produire 1 milliard de tonnes de céréales en plus dans les 20 ans qui viennent. On voit bien qu'en Afrique, c'est le continent où la population s'accroît le plus rapidement. Il faut mettre tous les moyens au service des agriculteurs africains pour leur permettre de faire tout de suite le grand saut vers la modernité et unir finalement tous ces savoirs paysans qui sont extrêmement précieux et qu'il ne faut surtout pas renier avec ces outils d'aide à la décision qui leur permettront de gagner du temps. Une dernière image en terminant, on vous retrouvera pour la période de questions, Sylvie, mais donc je reviens peut-être pour conclure à l'idée d'associer les modèles plutôt que de les opposer, à l'importance de produire de la nourriture, de produire des aliments. Vous écrivez qu'une personne sur 6 dépend aujourd'hui des marchés internationaux pour se nourrir. Ce sera 1 sur 2 en 2050. Alors, il y a un défi colossal en même temps qu'un projet. Et vous dites, c'est ça, se mobiliser pour une agriculture de solutions nourricières et écologiques. Alors ça, c'est possible. Alors, non seulement c'est possible, il faut bien comprendre que le paysan, il ne nous fabrique pas un décor. Ce n'est pas une espèce de jardinier qui fait une espèce de, la nature, il nous la rend belle par son travail. En Afrique, on dit que les savanes, ce sont des parcs parce que des arbres utiles ont été sélectionnés par des sociétés agraires, que ce soit les carités, les nérés, les baobabs, etc. Donc, il faut comprendre que les territoires, les paysages, ce sont des héritages, mais des héritages qui sont en perpétuelle évolution et que quand il met en œuvre son travail agricole, l'agriculteur a toutes les solutions. Il a les solutions à la fois nourricières, qui sont évidemment les plus importantes, mais il a aussi, c'est ce que j'appelle les 5 F, le food, le feed, parce qu'en fait, la demande en protéines animales va considérablement augmenté. Il y a 2 milliards d'hommes sur Terre qui dépendent encore de l'élevage. L'élevage, c'est ce qui valorise les milieux semi-arides, les montagnes, les pentes. Donc, c'est extrêmement important, le rôle essentiel de l'élevage. On entend aujourd'hui des urbains nous dire plus de viande. Plus d'animaux, mais c'est ça. Plus d'animaux, mais il ne faut pas oublier que l'élevage, c'est ce qui valorise 3,4 milliards d'hectares sur la Terre. Ensuite, ce que j'appelle, parce qu'il faut des F, je sais qu'au Québec, on n'aime pas les mots anglais, mais bon, tant pis. Je vais les Allez-y, on vous pardonne. On vous pardonne pour une fois. Le forêt, c'est-à-dire la biodiversité. La biodiversité du paysan, elle est essentielle parce que c'est une biodiversité nourricière. Donc, quand on voit le tissu écossais des champs, quand on voit la beauté des campagnes, il faut penser que derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui plantent, qui… Bon. Ensuite, il y a des solutions très importantes qui sont la chimie verte, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la chimie et l'énergie verte, c'est-à-dire les produits biosourcés, ce que je vais appeler le fuel, parce qu'il faut un F, il faut trouver un F. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le fait de réparer la planète, parce qu'une bonne politique agricole, elle capte énormément de CO2. Et sur votre site, vous parlez d'ailleurs de cette initiative qui a été lancée en 2015, qui est l'initiative Carbagri, vous savez, augmenter de 4 pour 1000 la capacité des sols de capter du carbone. On sait très bien aujourd'hui que l'agriculteur, par les champs de maïs, par les vergers, par des prairies qui sont bien menées, par tout un ensemble de bonnes pratiques, eh bien, il répare la planète. Donc, si mon livre s'appelle « Pourquoi les paysans vont sauver le monde », c'est parce qu'ils sont encore très nombreux, qu'ils occupent les territoires et qu'ils ont toutes les solutions. Et qu'il faut donc travailler avec eux, les écouter, les aider, les accompagner pour leur permettre justement de répondre aux défis de demain qui sont nos défis à nous tous, nos défis globaux. Nos défis citoyens, nos défis d'État, etc. À tout de suite, Sylvie Brunel. Merci, merci infiniment. Réparateur de planète, je trouve que c'est une image absolument magnifique. On va vous présenter une courte vidéo sur la relève agricole, justement, et on poursuit avec les entretiens. Au Bénin, le secteur agricole contribue à près de 30% au produit intérieur brut et à plus de 50% aux emplois. Si le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique offre un réel potentiel de création d'emplois et de ressources financières aux jeunes ruraux, force est de constater le peu d'engagement de la jeunesse béninoise dans ce secteur. Les difficultés dans l'accès aux ressources financières, la précarité de la situation des jeunes au sein des exploitations familiales sont entre autres des éléments qui freinent l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole et leur fixation dans le milieu rural.
L'agriculture peut-elle véritablement contribuer à l'indépendance financière et à l'épanouissement des jeunes ruraux? Quels mécanismes faut-il mettre en place pour favoriser l'engagement massif des jeunes dans le secteur agricole au Bénin? Voici quelques témoignages de jeunes entrepreneurs agricoles rencontrés. Nous sommes partis de très loin. Nous avons commencé l'activité avec 2 cantines, c'est-à-dire 2 carrés. Et progressivement, avec l'auto-réinvestissement, nous sommes aujourd'hui sur une superficie d'un peu plus de 2 hectares. Nous menons comme activité aujourd'hui la production des œufs de table. Nous avons actuellement 2500 têtes de pondeuses en ponte. Nous faisons un peu de maraîchage. Donc nous intégrons les déchets issus de la production des volailles pour avoir un meilleur rendement au niveau de la production végétale. Ici, nous sommes dans la transformation du manioc en divers dérivés tels que le gari, tapioca, la farine panifiable, le lafou, l'amidon sec et les garis améliorés aux différents parfums tels que gingembre, curcuma, les épices et l'huile de coco. Avec cette entreprise, vous voyez là où nous sommes, c'est pour nous-mêmes. On n'était pas ici. Donc c'est tout ce qu'on a pu faire là où on était qui nous a permis d'avoir ici. Donc avec l'entreprise, on a déjà pu acquérir notre espace. Nous sommes sur 2600 mètres carrés. Donc c'est déjà un plus. Ici, nous sommes dans un système de production intégré. Vous allez voir, il y a de la production animale, de la production végétale, notamment le maraîchage. Et en matière de production animale, vous avez les lapins, vous avez la volaille locale, et puis vous avez les petits ruminants. Bon, nous faisons un peu de la pisciculture aussi, juste pour ne pas gaspiller de l'eau. On intègre la pisciculture et puis le maraîchage. En dehors de cela, on a aussi des activités de prestation de services. Dès que les gens viennent prendre chez nous des plantes d'essence forestière, nous allons procéder au piquetage et puis ça nous fait entrer des ressources aussi. Douens, où êtes-vous? Douens à Ossoué. Vous êtes là? Oui, on va le retrouver. Bon, on vous voit 2 fois, hein? On vous a vu dans la vidéo et on vous retrouve avec grand plaisir. Président du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin depuis 2020, secrétaire général de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin et membre du conseil d'administration de la Fédération des unions de producteurs de volailles et de lapins dans la commune de Kétou, au département du Plateau. Bienvenue, bonjour. Une réaction à la suite de ce que vous avez entendu de Sylvie Brunel depuis le début de notre rencontre? Je crois que Sylvie Brunel a réussi à toucher la fibre sensible des jeunes agriculteurs. Ce que je retiens principalement de son intervention, c'est que la sécurité alimentaire repose sur les échanges et qu'il ne faut pas continuer par marginaliser les agriculteurs. C'est sur eux que repose l'avenir. Merci beaucoup, Sylvie Brunel, pour votre intervention qui m'a suffisamment touché. Qu'est-ce que c'est un jeune agriculteur moderne au Bénin aujourd'hui, Douens? Alors, au Bénin, un jeune agriculteur moderne, il faut dire, ce sont ces jeunes-là qui se sont regroupés au sein de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. C'est des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Ils détiennent forcément une exploitation agricole, ça peut être dans la production animale, dans la production végétale ou la transformation agroalimentaire, ou qui détiennent une part dans l'entreprise agricole familiale. Ça, nous insistons beaucoup là-dessus, puisque de plus en plus, il faut que les jeunes commencent par se prendre en charge. Il faut dire qu'au sein de cette organisation, les services que nous rendons à ces jeunes, ce sont des conseils de proximité, des conseils à distance, c'est de l'entraide, c'est également des renforcements de capacités, que ce soit techniques et puis matériels. Nous organisons également des ventes groupées pour nos produits parce que les jeunes ont d'énormes difficultés à accéder aux produits. Voilà de façon globale ce que font les membres AJAM et les services que l'association leur met à disposition. Alors, des jeunes qui veulent que les choses changent, des jeunes qui veulent produire davantage. On parlait de cette question de la précarité, de la pauvreté, donc des jeunes qui veulent effectivement que la condition paysanne s'améliore. Exactement. Et ce que j'ai oublié d'ajouter est que ces jeunes-là, qui sont membres de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin, ont fait forcément une formation dans un centre ou un lycée ou une université agricole. Donc, c'est des gens qui ont un background qui leur permet de se professionnaliser dans ce qu'ils font comme activité. Quel est le rôle des organisations paysannes pour ces jeunes agriculteurs?
Alors, il faut avouer qu'au Bénin, les organisations des aînés, je vais commencer par là, ont commencé par prendre conscience du fait que la relève agricole est une évidence. Et de plus en plus, elles ont commencé par créer des opportunités ou des plages pour les jeunes pour que de plus en plus, ils puissent intégrer les organisations et porter la voix des jeunes. Il faut reconnaître qu'à côté de ça, les jeunes eux-mêmes, déjà à travers l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin et le Collège des jeunes agriculteurs du Bénin que nous avons mis en place en juillet dernier, ces deux organisations nous ont permis réellement d'aller un peu sur tout ce qui est question de plaidoyer, de lobbying et commencer par nous faire entendre par que ce soit les responsables des OPA ou que ce soit par des politiques et les décideurs. Et il faut avouer que de plus en plus, les jeunes au Bénin ont commencé par se faire entendre du fait du lobbying et du plaidoyer que nous faisons de plus en plus. Oui, partout, c'est pas seulement en Afrique, partout, les jeunes, par rapport aux aînés, vivent quelquefois des conflits de génération. On ne s'entend pas sur la suite des choses. Quand on prend la relève de la ferme familiale, on peut avoir une vision différente de celle que nos parents ont imprimée là, à la ferme en question. Comment ça se passe quand on dit, bon, oui, on leur fait de la place, les aînés leur font de la place, mais est-ce que leur voix a réellement une place? Je pense que cette question d'hiérarchie intergénérationnelle continue toujours de se poser, mais je crois que les jeunes ont aussi leur rôle à jouer, puisque quand vous voyez un peu, je crois que M. Abdan Séné viendra sur les deux livrets que le repas a publiés. Nous nous retrouvons parfaitement dedans et j'étais très émerveillé de parcourir les 110 pages x 2 de ces deux livrets-là. Ça parle très amplement des conditions des jeunes. Et je pense que ce document ou ces deux documents devraient être davantage vulgarisés. Au Bénin, par exemple, les jeunes se retrouvent plus dans les scénarios 4 et 8. Et si on ne fait pas attention, ces jeunes-là vont abandonner complètement les exploitations ou ils vont créer d'autres activités parallèles et ils ne seront même plus en mesure de reprendre les exploitations des parents. Alors, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous les voyez partir ou ceux qui restent le font pourquoi? Il y en a qui partent, il y en a qui restent. Ceux qui restent, c'est ceux-là qui ont développé des activités parallèles aux activités agricoles et qui arrivent à financer leurs activités agricoles. Puisque, reconnaissons, il se pose un problème d'accès au foncier. Tout le monde le dit, mais il n'y a aucune politique derrière qui nous permet d'accéder au foncier. Il se pose un problème de financement. On dit tout le temps qu'on injecte de l'argent pour l'agriculture, il y a du financement disponible, alors que ces financements ne répondent en rien aux besoins des jeunes agriculteurs béninois. Je pense que de plus en plus, les jeunes ont commencé par abandonner, mais ceux qui restent, il faut vraiment pouvoir les encourager, puisqu'ils ont pris conscience que si eux-mêmes ils partent, la relève agricole ne pourra pas être soutenue et effective au Bénin. Et ceux qui restent, ils ont pour la majorité l'obligation d'intégrer la ferme familiale ou ils peuvent au contraire, je vais dire, voler de leurs propres ailes ou démarrer une entreprise en parallèle? C'est comme je le disais tout à l'heure, le scénario 8 du livret du repas l'explique clairement. C'est des jeunes qui eux-mêmes ont déjà pris l'initiative de créer leurs entreprises. Le scénario 4 dit que ce sont des jeunes qui ont une place dans l'exploitation familiale, mais qui développent d'autres activités à côté. Donc, chez nous, les jeunes ne sont pas prêts systématiquement à reprendre l'exploitation des parents. Et il y a les parents aussi qui ne développent aucune politique pour que le jeune puisse reprendre l'exploitation. Donc, je pense que nous devons effectivement travailler sur ce fait-là pour que les aînés comprennent que s'ils partent, il faut que leurs enfants ou d'autres jeunes puissent prendre les exploitations, puisque jusque-là, il n'y a aucune politique de relève agricole au Bénin qui se développe correctement. Voilà, il y a toute la question de la transmission. Ces rapports dont vous parlez sont ceux du repas, du réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. Nazirou Sall est avec nous. C'est l'organisation qui a mené ces enquêtes sur le terrain. Et vous parlez de 4 scénarios. Donc, les jeunes qui restent et qui font les choses exactement comme elles se sont passées, les jeunes qui partent, les jeunes qui vont quitter pour la ville et continuer de financer l'exploitation agricole, une manière de diaspora paysanne, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui vont continuer d'investir dans l'exploitation familiale et d'autres qui vont choisir de faire les choses autrement, de façon indépendante. Nazirou Sall, est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends plus, donc ça a coupé. On a beaucoup de mal à le retracer. Voilà. Alors, je vous dirai simplement qu'on mettra, je pense que c'est déjà fait, dans la zone de clavardage, le lien pour les rapports du repas.
Vous pourrez donc les consulter, mais ça souligne les enjeux de la relève agricole en Afrique de l'Ouest. Ça souligne également le défi que représente leur intégration, puisque la démographie n'est pas celle des pays du Nord. On se demande s'il y a de la place pour autant de jeunes. Ça parle du défi que représente la production alimentaire et ça pose également un autre portrait de l'exode, donc celui qui mène au chômage et à l'exil, mais le portrait de ces jeunes qui partent se former, je le disais, qui occupent des emplois en ville pour aider la famille et l'entreprise agricole. Alors, on ne peut pas nous entretenir aujourd'hui avec Najirou Sall, mais c'est avec plaisir que nous mettons ce lien dans la zone de clavardage et vous pourrez consulter ce document un petit peu plus tard. Donc, Douin, si vous restez avec nous, on va venir faire un tour au Québec en attendant de vous retrouver. Julie Bissonnette, bonjour. Bonjour. Bonjour Julie. Quelques mots sur vous d'abord. Diplômée de l'Institut de technologie agroalimentaire au campus de Saint-Hyacinthe, native de la région de la Montérégie au Québec, vous avez grandi sur la ferme familiale. Vous avez été élue présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec. Vous assumez ce poste depuis mars 2018 et vous collaborez à des tables et comités de l'industrie agricole au Québec. Vous êtes vice-présidente à la table pan-canadienne de la relève agricole et au sein de la fiducie du réseau express métropolitain, donc le REM. Vous êtes engagée dans des dossiers agricoles et des dossiers d'urbanisation ou de transport collectif, de transport qui risquent d'avoir des impacts sur le milieu même de l'agriculture. Réaction, Julie, au témoignage entendu et les parallèles avec la situation de la relève agricole québécoise, si vous voulez. Oui, merci beaucoup. Au niveau du témoignage de Mme Brunel, là, ce que je retiens en premier, c'est vraiment le fait que l'agriculteur est au centre doit être au centre des politiques, puis c'est nous aussi qui avons les solutions, là. La majorité du temps, on se fait impliquer, là, mais en même temps, c'est vraiment nous qui vivons dans ce mode de vie-là, ce métier-là, cette passion-là, puis c'est nous qui devons dicter comment on voit notre agriculture aussi du futur, puis c'est à nous aussi de trouver des solutions, c'est nous qui travaillons avec les terres, avec les animaux, fait que c'est vraiment ça qui m'a interpellée le plus, là, de le réentendre, là, parce que nous, on le sait que c'est nous qui avons les solutions, là, mais de le réentendre aujourd'hui, ça fait toujours du bien, puis ça fait toujours... c'est motivant de se remettre dans cette pensée-là. Puis au niveau aussi de Douin, on a tout le temps un peu les mêmes... c'est la relève agricole, on a tout le temps un peu les mêmes enjeux, les mêmes réactions aussi. Là. C'était intéressant d'entendre c'est juste les transferts de ferme. Là, c'était un de mes points, un des enjeux au niveau du Québec, mais au niveau des générations de s'entendre. Puis c'est tout le temps un peu la même chose. Là, fait que c'était intéressant de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi. On va parler de votre cheminement. Vous êtes copropriétaire d'une ferme laitière, donc avec votre conjoint. Ni l'un ni l'autre n'a hérité d'une entreprise. Vous êtes ce qu'on appelle au Québec une relève non apparentée. Oui. Dans le fond, les deux, on vient d'une famille agricole. Là. Comme vous avez dit au début, j'ai grandi sur une ferme laitière. Mes parents ont encore l'entreprise avec mon frère. Puis au niveau de mon conjoint, c'est une ferme bovine aussi. Mais c'est lui qui a démarré l'entreprise il y a 6 ans. Il a vraiment acheté les actifs d'un inconnu, si on veut, là, puis on a commencé comme ça. Fait que c'est vraiment un transfert non apparenté, comme on dit. C'est un modèle de plus en... Ben, tous les modèles naissent là, de ce temps-ci aussi depuis plusieurs années, là, mais maintenant, c'est pas juste non plus des transferts familiales, des démarrages, tous les modèles sont bons, la location, les achats, tout est bon pour se démarrer en agriculture de ce temps-ci. Oui, tous les modèles sont bons parce que vous voyez de plus en plus de gens vouloir se faire une place en milieu agricole maintenant. Oui, bien, comme Mme Brunel comptait aussi avec la pandémie, le COVID, puis même avant aussi, là, le retour à la terre est toujours peut-être pas à la mode, là, mais c'est quand même quelque chose que les générations veulent. Fait que c'est sûr que plus que ça revient à ce qu'on a dit déjà depuis le début, là, avec le prix des actifs, tout est de plus en plus cher. Fait que tous les modèles sont bons pour se diversifier, pour trouver des manières de s'établir en agriculture. Alors, la fédération que vous représentez, est-ce qu'elle défend tous ces jeunes agriculteurs, d'où qu'ils soient, donc issus du milieu agricole ou issus d'un autre milieu et les défend quelle que soit la production qu'ils souhaitent mettre en œuvre? Oui. Au niveau de la Fédération de la relève agricole du Québec,
pour être membre, c'est un membership volontaire, puis pour être membre de la relève, il y a 2 critères, c'est être passionné d'agriculture et avoir entre 16 et 39 ans. Fait qu'on défend vraiment tous les gens. Moi, je trouve que parfois, parce qu'il y avait Dwayne qui parlait aussi qu'il fallait avoir des actions, des parts dans l'entreprise, que j'ai trouvé intéressant aussi, là, le fait de s'arranger pour que ça arrive, là, de provoquer les choses aussi, si on veut. Là. Je pense que c'était plus ça. Nous, c'est plus au niveau des programmes gouvernementaux qu'il y a ce volet-là qui fait que les jeunes doivent avoir des parts pas le plus rapidement possible, mais ça doit se faire un jour ou l'autre. Un jour, oui. Fait que c'est plus au niveau de ça. Nous, c'est vraiment le fait de défendre... on défend les intérêts de tout le monde. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable de se démarrer en agriculture a autant de choses à dire que quelqu'un qui est déjà en entreprise depuis des générations, parce que les défis ne sont pas les mêmes, les obstacles non plus. Fait qu'on représente vraiment toutes les productions, Puis, il y a aussi le fait qu'on est la relève agricole. Fait qu'on défend... On a tous les mêmes enjeux à la base, qu'on soit gros, petit, toutes les sortes de transferts de ferme. La base est tout le temps la même, puis même on va en parler tantôt, puis c'est le même aussi partout. Là, le financement, l'accès aux actifs, c'est toujours la base des enjeux, des obstacles. Le problème de démarrage. Alors, comment vous pouvez les décrire, les inquiétudes des jeunes du milieu agricole en ce moment, Julie? La question du financement, l'accès à la terre aussi. Au niveau aussi, qu'est-ce que Mme Brunel comptait aussi au début, là, au niveau de la société, les attentes sociétales, l'environnement, le bien-être animal, tout ce qui est les pesticides. Là, mais nous aussi, c'est dans notre mission là, de la Fédération là, de valoriser la profession des agriculteurs. Fait que c'est sûr que l'accès au financement, l'accès aux actifs, c'est vraiment le gros morceau, là, les programmes pour la relève agricole. On travaille beaucoup là-dessus. Mais c'est surtout, c'est ça, là, tout l'aspect de la société, comment ils nous voient, là, je trouve que ça affecte souvent les jeunes. J'en entends souvent parler, c'est de quoi qui nous inquiète. Puis ça, là, on va passer notre vie avec ça. Là, on voit ça grandir de plus en plus. Puis les médias sociaux aussi, c'est une belle place pour être un peu déprimé en regardant ça. Là. Fait que je pense que c'est ça. Ça revient aussi au fait qu'on est la solution, puis du début, là, qu'on est la solution, puis que c'est nous qui travaillons, on est passionnés, c'est notre mode de vie. Fait que c'est plate de tout le temps de se battre pour prouver ça. Fait que je pense que ça va être prouver ça. Est-ce que vous souffrez, puis je vais demander à Sylvie de réagir là-dessus, à Sylvie Brunel, est-ce qu'on peut dire que vous souffrez en quelque sorte d'un déficit de communication avec la société civile? Oui. Oui. C'est sûr, c'est de la communication, puis il y a aussi le volet qu'on a bien beau dire, je trouve ça, c'est généralise, mais on a bien beau dire nos bonnes pratiques, on dirait que c'est jamais assez. Là. Il en faut tout le temps un peu. Vu que c'est nous qui le dites, c'est comme si on disait on disait pas la vérité. Je sais pas. Bon, c'est ça. En plus d'un déficit de communication, un déficit de crédibilité, Sylvie Brunel. Comment on va régler ça? Alors, ici, Douin veut réagir, puis après, on va aller entendre Abdon. Ce ne sera pas très long. Alors, en fait, les agriculteurs, ils ont l'impression que plus ils en font, plus on leur en demande. Plus on en demande. Oui, et ils se demandent jusqu'où ça va aller, parce que parfois, ça aboutit carrément à les empêcher de travailler. Parce que quand on dit, je vous dis n'importe quoi, mais quand il faut les animaux vivent dehors, d'accord, mais enfin, les vaches, quand il fait froid, elles veulent être à l'abri, elles veulent être dans l'étable. Donc, il y a une espèce de vision un peu idéalisée. Et le problème, c'est que souvent, les agriculteurs, ils sont dans une telle technicité de leur métier, c'est tellement technique ce qu'ils doivent mettre en œuvre, que le fossé entre ce qu'ils voudraient expliquer et les connaissances des urbains est tellement grand que parfois, ils ont du mal à leur expliquer simplement pourquoi ils agissent comme ils agissent, parce que simplement, ils n'arrivent même pas à imaginer que l'urbain n'est même pas au courant de ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes agriculteurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des blogs, qui sont sur Instagram, et qui du coup font que en permanence, il y a une espèce aujourd'hui de bain d'informations et il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est aller rentrer dans les fermes. Grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on peut voir ce qui se passe dans un verger, pourquoi il faut protéger les pommes, pourquoi il faut faire attention avec les lapins parce qu'ils meurent de stress très facilement. Enfin, il y a plein de choses qui nous expliquent. Et quand ils trouvent les mots faciles pour nous expliquer, on se dit « Ah bah oui, mais je comprends pourquoi ils font ça. » Évidemment. Douin,
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Est-ce que le fossé se creuse entre les jeunes ruraux et les jeunes urbains au Bénin? Ce fossé existe, et ça va de soi. L'agriculture, comme l'a dit Sylvie Brunel, c'est une activité assez complexe. Le jeune agriculteur au Bénin, c'est lui-même qui va rechercher le financement, rechercher le foncier, mettre la technicité en œuvre pour produire. Il y a des spécialistes pour tout. Si l'agriculteur n'est pas communicateur, que des gens se positionnent sur ce moyen de communication pour permettre à l'agriculteur de pouvoir communiquer avec les autres. On ne pourra pas tout faire malheureusement et on reconnaît qu'il y a ce fossé de communication, mais il faut qu'il y ait des spécialistes pour nous aider à mener cette communication pour que nous puissions davantage nous faire entendre. Merci. Oui. Abdon Sen, au Sénégal. On va allumer la caméra et le micro, s'il te plaît, Abdon. Bonjour, rebonjour. Secrétaire général répondant pour le programme Les Savoirs des gens de la Terre du PADI, de la Fédération des groupements associés des paysans de Baol au Sénégal. Alors, un mot sur le rôle que vous occupez dans la région. Voilà, merci d'abord de m'avoir donné la parole et je salue tout le monde, tous les panélistes. Et je suis très content de parler ou bien d'échanger avec ces gens-là concernant le thème qui est un peu lié à la problématique des jeunes. Donc ici au Baol, comme le font les autres, nos amis du Bénin et ailleurs, donc nous on est là pour encore accompagner vraiment les jeunes parce que ici, c'est des jeunes qui vivent vraiment des situations qui sont quand même très difficiles et donc ils ont vraiment besoin d'assistance. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse être vraiment à leur côté, ne serait-ce pour les aider à trouver d'autres issues. Donc au niveau du Baol, nous avons eu la chance d'avoir très tôt une organisation de paysannes que nous-mêmes nous avons mis en place. Ce n'est pas des intellectuels qui ont mis en place cette structure-là. Et donc, voilà, on est conscient et on comprend les problèmes que les jeunes vivent en milieu rural. Donc, nous les accompagnons, nous les aidons à s'organiser, à mieux comprendre davantage leurs difficultés et nous les aidons aussi à chercher des solutions vraiment pour un peu surmonter certaines difficultés. Est-ce que le rôle de l'organisation, c'est aussi de les défendre auprès des instances nationales, de faire entendre leur voix? Oui, c'est effectivement ça aussi, parce que, voilà, comme je l'ai dit tantôt, on comprend les difficultés, on est même en train de vivre certaines choses avec eux. Et donc, notre rôle aussi, c'est d'essayer de continuer à défendre leurs intérêts au plus haut niveau, parce que nous avons la chance de participer à des rencontres au plus haut niveau, que ce soit avec les autorités gouvernementales ou bien avec les autres partenaires. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion, on parle des problèmes de jeunesse et puis voilà, de retour aussi, on partage avec eux à travers des restitutions et puis on les aide aussi à trouver quelques solutions quand même. Est-ce que j'aimerais qu'on parle un peu de la place des jeunes femmes dans tout ça. On a consacré un panel à la question des femmes. Cette question de relève agricole féminine, de droit à la terre, de rôle au sein des exploitations. Est-ce qu'on a encore affaire à des mondes isolés l'un de l'autre où progressivement les jeunes vont contribuer à davantage mettre en valeur le rôle des femmes dans les installations, dans les exploitations agricoles? Bon, c'est une question d'actualité qui continue toujours vraiment d'alimenter vraiment les débats. Et je pense que ici, au niveau de notre structure, je pense qu'on a fait des efforts quand même pour pouvoir vraiment intégrer les femmes. Donc, on est passé vraiment par la mise en place d'un collège de femmes grâce vraiment à l'appui de Elsa Lambert. Donc Elsa Lambert, oui. Voilà, elle nous a permis vraiment d'installer un collège de femmes. Et ce collège-là devra être aux côtés même de la fédération pour pouvoir prendre en charge encore les préoccupations des femmes. Donc, c'est des femmes qui doivent parler de leurs propres problèmes. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est important quand même. C'est comme le problème de la jeunesse. Hein. Les jeunes aussi doivent s'organiser et parler pour leur propre compte. Ce ne sont pas des gens qui vont parler à leur place, qui vont régler tous ces problèmes-là. Je pense que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, ils ont besoin d'être là pour parler de leurs propres problèmes. Ils doivent s'impliquer davantage. Et je pense que, comme on l'a fait avec le collège de femmes, on fera la même chose
pour mettre en place un collège de jeunes et on va les accompagner. Et comme ça, je pense qu'on pourra traiter de toutes les questions qui sont vraiment des questions qui leur préoccupent. Et comme Julie le mentionnait plus tôt, est-ce que vous constatez qu'au Sénégal, entre le Baol et Dakar, entre le milieu rural et la ville, l'écart se creuse? Est-ce qu'on connaît de moins en moins la réalité des ruraux quand on vit dans la capitale? Ici au Sénégal, particulièrement dans la région du bassin arachidier où je vis, je dis que c'est un grand fossé. C'est vraiment des inégalités entre la ville et la campagne. Je pense que, moi, je me dis que aujourd'hui, tout le monde a constaté que les jeunes quittent. Moi, je me dis que si rien n'est fait, ils vont continuer à quitter. Les choses risquent de s'empirer. Parce que la campagne, en milieu rural, c'est vraiment un milieu qui est très défavorisé. Moi, je dirais même que nous, on est oubliés. On est carrément oubliés. Je peux donner des exemples, mais je ne pourrais pas entrer dans les détails, mais je donne des exemples. Actuellement, un jeune qui a un portable a des difficultés pour pouvoir le recharger. Et moi qui vous parle même, des fois j'ai des problèmes, les gens disent que je ne suis pas facile à joindre, des trucs comme ça, mais jusqu'à présent, nous avons d'énormes difficultés vraiment. Et les gens, puisqu'ils ont des difficultés, parce qu'en milieu rural, moi je dis qu'on ne vit pas là-bas, on survit. Et ça, les jeunes l'ont constaté. Il n'y a rien qui puisse les attirer pour qu'ils puissent rester en milieu rural. Donc, c'est l'État qui a carrément oublié les campagnes. Rien n'est fait là-bas. Il n'y a pas d'infrastructure socioculturelle, il n'y a pas d'infrastructure sociale de base, il n'y a rien. C'est comme si on est oublié. Oui. C'est pour cette raison-là que les jeunes quittent carrément la campagne pour aller vers les villes. Et c'est sûr que si rien n'est fait, les villes vont continuer à avoir des problèmes parce que les jeunes vont continuer à grossir les villes et à quitter. Oui, l'État ne fait rien pour pouvoir stopper ce fléau-là. Alors, Sylvie, une réaction? Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de faire en sorte que les jeunes qui sont dans les villes puissent envier vraiment des jeunes ruraux en voyant leur situation. Mais tant qu'il n'y a pas ça, je pense qu'on ne peut pas obliger les jeunes à rester dans la campagne pour pouvoir assurer cette relève agricole. Ça va être très difficile. Alors, un mot là-dessus, Sylvie Brunel, avant d'aller aux questions. Donc, envier les jeunes ruraux plutôt qu'envier les jeunes urbains, c'est un renversement de... Je trouve que la formule d'Abdoussen est très, très marquante. En milieu rural, on ne vit pas, on survit. Je trouve qu'il a tout à fait raison de résumer cela comme ça parce que c'est vrai aussi au Maroc, c'est vrai dans des pays qui en apparence sont émergents. Vous allez dans les campagnes et vous vous dites mais comment peut-on laisser ces personnes dans un tel état de précarité ? Comment ça peut être aussi compliqué d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, d'avoir des routes qui soient simplement en bon état pour aller vendre ces choses à la ville. Et puis, il y a une espèce de mépris ou de condescendance. Et en fait, ça s'aggrave parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec la croissance démographique, les jeunes, de plus en plus de jeunes sont nés en ville. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout de lien avec les campagnes pendant très longtemps. Moi, j'ai 60 ans. Pendant très longtemps, les gens, ils avaient des racines rurales. Aujourd'hui, on a énormément de jeunes, moyenne d'âge 15 ans, dans les pays africains sahéliens. Eh bien, les gens n'ont plus du tout la connaissance de la réalité de la campagne. Et comme le dit Abdoussen, en plus, elle devient répulsive. C'est-à-dire que aller dans les campagnes, c'est se remettre sous l'autorité des anciens, c'est être privé de tout, c'est même pas pouvoir recharger son smartphone, son téléphone, et pas avoir le réseau. Donc, c'est invivable. Et on parlait des femmes. Pour les femmes, c'est encore pire, parce qu'il faut quand même le dire. Pour les femmes, c'est encore pire parce que les mariages précoces restent une réalité. Et puis, le problème de l'accès au foncier. Les femmes qui voudraient créer, elles sont sous une espèce de carcan de pesanteur totale, elles ont beaucoup de mal à s'émanciper. Pour s'émanciper, il faut qu'elles aillent en ville. Donc ça, c'est très, très compliqué. Et je remercie beaucoup à la fois Abdou et Dioane parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est tellement juste, quoi. Merci beaucoup Sylvie. Alors les questions, Marie-Julie Ménard va allumer sa caméra maintenant, son microphone, et vous poser quelques-unes des questions. Julie, on va essayer. Julie, Douens, essayez d'ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Si ça tient le coup, ce sera plus facile. Alors, Marie-Julie, les questions. Alors, bonjour à
toutes et à tous. Concrètement, quelle forme doit prendre l'accompagnement de la relève agricole des pays du Sud? Et en sous-question, comment assurer que l'accompagnement des partenaires ne participe pas à une crise intergénérationnelle? Douens? Il faudrait ouvrir ton micro, s'il te plaît, Douens. Je crois que la question est bien tombée. Vous savez, il y a une étude que la FAO a menée en 2016 qui dit que d'ici 2026, de 2016 à 2026, 11 millions de jeunes viendront chaque année sur le marché de l'emploi. Et tout le monde s'accorde à dire que le secteur agricole est un secteur pourvoyeur d'emplois. Si c'est le cas, il faut la rendre attractive. Qu'est-ce qui fera que les jeunes vont rester dans le milieu rural? La première des choses, c'est renforcer les jeunes, c'est les aider à influencer les décideurs pour régler les questions d'inadéquation de la politique foncière et du financement. Imaginez-vous, au XXIe siècle, nous sommes encore à la tabac. Aucun jeune, moi j'ai fait une école agricole, et je me rappelle que quand on était au cours secondaire, la punition qu'on nous donnait, c'était de prendre la tabac et d'aller sacler. Je ne me retrouve pas, en tant qu'agriculteur, prendre la même tabac et travailler. Ça, c'est une punition. Il faut que forcément on mécanise l'agriculture. Il faut qu'on renforce les jeunes à accéder aux technologies et aux innovations. Sur les exploitations, il n'y a pas de l'énergie pour recharger les téléphones. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous appuyer, ne serait-ce que pour accéder aux énergies renouvelables comme l'énergie solaire, nous en avons foison en Afrique. Nous pouvons utiliser le gaz pour produire de l'énergie et faire tout ce qu'on peut faire. Les jeunes ont d'énormes difficultés à accéder au marché. Déjà, ils ne maîtrisent pas la structure des marchés, ils ne savent pas comment est-ce que les marchés fonctionnent, ils n'ont pas d'informations sur les prix du marché. Et je pense que c'est des choses qu'il faut faire pour accompagner les jeunes qui sont dans les milieux ruraux, qui sont dans le secteur agricole. Les jeunes qui sont déjà en activité, il faut pouvoir faire des modèles de référence et pour que les aspirants, les autres jeunes qui vont vouloir venir dans le secteur puissent se référer à eux pour voir, c'est quand même des exemples plus pertinents. Et je pense que ça ne devrait pas créer un conflit entre les aînés et les jeunes. Si les aînés sont conscients que c'est les jeunes qui vont assurer la relève, il est clair, il est évident qu'ils commencent par leur donner la main pour leur permettre de comprendre un certain nombre de choses. Je crois que je vais m'en arrêter là et les collègues vont continuer. Merci. Abdon, une réaction sur l'accompagnement? Oui. Ton micro, s'il te plaît. Normalement, à gauche de l'écran. Tu peux cliquer sur le petit microphone. Bon, ça ne fonctionne pas. Julie, une autre question pendant qu'Abdon va solutionner son problème de micro. Oui, alors il s'agit un peu d'une question d'interprétation. On a vu durant le panel que les termes « jeune » et « la relève » semblent être utilisés de façon interchangeable. Je vois que la FRAC considère jeunes comme des personnes de 16 à 39 ans. Y a-t-il des différences entre les problématiques rencontrées par les personnes plus jeunes, donc on parle de 16 à 30 ans, et les moins jeunes, donc de 30 ans à 39 ans? Julie? On peut être de la relève et être moins jeune. On peut être jeune et être de la relève. Ben, vite comme ça revient encore à la même chose que je disais tantôt, là, que les problématiques de relève, peu importe le modèle, sont tout le temps les mêmes. Fait que, selon moi, l'âge, c'est sûr que c'est pas les mêmes réalités à ces âges-là. Là. Plus jeune, tu sors de l'école, puis c'est moins... mais encore là, les mêmes... L'accès au financement, l'accès aux actifs, c'est toujours un peu la même chose. Là. Nous, c'est sûr que cet âge-là, c'est vraiment l'âge relié au programme des gouvernements aussi. Là. Fait que c'est vraiment la balise qu'on a mis pour définir le mot relève. Là. Mais je pense que c'est sûr que la réalité n'est pas la même là, pour les deux strates d'âge, mais les obstacles majeurs sont les mêmes, ça, je suis convaincue. Oui, merci. Alors, Abdon, est-ce que c'est résolu, ce problème de microphone? Non. Alors, sur l'écran, en bas à gauche, il devrait apparaître un petit micro, l'icône de micro, si c'est l'écran Zoom, avec une barre oblique. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut continuer d'essayer. Je vais demander à Julie
Julie Comeau, de vous écrire peut-être par WhatsApp ou de communiquer, puis on va essayer de résoudre tout ça parce qu'on ne veut surtout pas vous perdre. Une autre question, Marie-Julie. Oui, alors quel devrait être le rôle des gouvernements africains pour faire face à cette fuite des ressources humaines? Est-ce que s'impliquer davantage dans la politique pour être les décideurs n'est pas une solution clé pour améliorer les conditions des jeunes? Alors, Douens, vous devrez répondre, comme le microphone ne fonctionne pas au Sénégal. Allez-y. Je crois que fondamentalement, il faut que de plus en plus, les politiques et les décideurs commencent à s'intéresser aux jeunes. Et ça devrait normalement passer par les aînés qui sont dans les OPA. Il leur revient de commencer par parler des jeunes, de commencer par dire nous avons des représentants de jeunes qui peuvent parler. Les seules personnes qui peuvent mieux parler du problème des jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes. Et si les aînés ont accès à ces décideurs, il faut qu'ils commencent déjà par leur dire nous avons des représentants de jeunes qui maîtrisent mieux les problématiques de jeunes et qui peuvent mieux parler au nom des jeunes. Nous faire de la place pour que davantage nous fassions écouter. Et je crois que nous, au sein de nos creusets, comme le collège des jeunes et Ajam, nous allons essayer de poursuivre, comme nous sommes déjà dans la dynamique, de nous faire davantage écouter. C'est très important ce que vous dites, en fait. Vous dites quand on va faire des représentations auprès des gouvernements pour défendre la place et le rôle de l'agriculture et des agriculteurs, quand vient le moment de parler des jeunes, les organisations, les secrétaires généraux, les présidents, etc., devraient être en mesure de dire nous allons laisser les jeunes eux-mêmes parler de leur réalité. C'est ça? Exactement. Ouais, pour obtenir un portrait véritable et leur permettre de s'intégrer également. Il faut que le jeune apprenne aussi. Chaque fois parler au nom du jeune ne lui donne pas la possibilité de parler et d'exprimer son opinion comme cela se doit. Je pense que fondamentalement, il faut commencer par associer les jeunes. À ces instances-là, nous ne venons pas pour arracher la place aux aînés, nous venons pour apprendre à leur côté et il faut qu'ils l'intègrent et nous accompagnent. Marie-Julie, la suite, je vois que Abdon est en train de changer d'ordinateur. On va essayer de se rebrancher. La prochaine question fait d'ailleurs un lien avec ce qui était mentionné par Douens. Quels sont les mécanismes mis en place par les structures de jeunes, notamment le Collège des jeunes de la PNOPA, pour sensibiliser leurs membres, pour les inciter à s'engager davantage? Et en sous-question, est-ce que la démographie n'est pas un handicap au développement? Comment sensibiliser les jeunes dans ce sens, connaissant les pesanteurs sociales? Oui, je crois que c'est comme je le dis tout à l'heure. De plus en plus, nous utilisons les réseaux sociaux pour les sensibilisations et pour autant que les occasions s'offrent à nous de regrouper les jeunes, une cinquantaine, une centaine. Nous attirons leur attention sur le fait qu'il faut se mettre en groupement, qu'il faut se mettre en association, qu'il faut avoir un pouvoir de décision, une influence sur les autorités. Nous n'avons pas d'autres occasions, d'autres opportunités de le faire davantage. Pour le moment, nous allons continuer à utiliser les réseaux sociaux et les grands regroupements. Dès que nous en avons les opportunités, on le fera. Marie-Julie, la suite, oui, qui lit ces questions en même temps, c'est ça? Tout à fait. L'aide au développement ne doit-il pas être revue pour motiver davantage les jeunes à se tourner vers le secteur agricole? Je réponds toujours. Je crois que cette question-là, elle est fondamentale. En tant que jeune, je crois que ça doit être revu. Puisque, qu'on veuille ou pas, les aînés sont en train de sortir un peu du cadre de la production et il faut que les jeunes assument la relève. Et pour assumer la relève, il faut des politiques à l'endroit des jeunes qui permettent non seulement de maintenir ceux-là qui sont déjà en activité et de faire venir de nouveaux. Donc, si on se cramponne sur la nouvelle politique de l'aide au développement, ça n'encourage pas la situation, ça la dégrade davantage. Donc, il faut que les aînés, même si ça doit déranger, acceptent de faire ce sacrifice pour nous accompagner à assurer la relève si ils en rêvent effectivement. Alors, Julie Brunel, je me tourne vers vous maintenant. Le Canada a adopté une politique féministe qui teinte ses actions en matière de coopération internationale. Alors, la réflexion percole jusque dans les organisations paysannes partout pour parler des femmes, parler du rôle des femmes, parler d'équité, parler d'égalité. Est-ce que cette question des jeunes devrait être aussi au cœur? Est-ce que cette aide au développement devrait davantage miser sur le rôle des jeunes dans l'avenir de l'agriculture? Pour reprendre la question posée par Marie-Julie, par un participant et la réponse de Douens.
tout à l'heure, dans les interventions, dans la discussion, il y a quelqu'un, je n'ai pas retenu le prénom, qui disait il faut que les agriculteurs s'investissent plus dans le monde politique. Il faut qu'ils soient plus présents parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les députés, les élus sont souvent issus du milieu urbain et de plus en plus issus du milieu urbain. C'est-à-dire que finalement, le monde paysan a du mal à faire entendre ses préoccupations. Et en ce qui concerne les jeunes, et particulièrement les jeunes femmes, je pense que leur mission est particulièrement importante puisque le rôle nourricier aujourd'hui des campagnes repose en grande partie sur le travail des femmes, on le sait bien. Et ces femmes, souvent, elles n'ont pas accès à la terre, elles n'ont pas accès à des mécanismes, elles sont obligées finalement de créer des organisations de femmes. On a ce problème dans le monde entier, hein. Le problème du statut de la femme reste un problème entier, mais il faut bien dire qu'en Afrique, il est particulièrement prégnant. Donc, on a beaucoup aujourd'hui de gouvernements africains qui ont quand même tendance, il faut bien le dire, à mépriser leur campagne. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Abdon ou Douin ce qu'il a dit, mais ce mépris des campagnes est très marquant. Et les jeunes intègrent ce mépris parce que finalement, être dans les campagnes, c'est avoir échoué. Il faut partir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui tentent la grande aventure de la migration, parce qu'il faut absolument trouver un moyen. Cet accent mis aujourd'hui sur le fait de revaloriser la femme en milieu rural, mais pas seulement la femme, la jeune femme, mais pas la jeune femme contre l'homme, la jeune femme en égalité avec ses partenaires masculins, je crois qu'elle est absolument nécessaire parce qu'on sait très bien aujourd'hui que plus de la moitié de la force agricole dans les campagnes est représentée par les femmes. En France, on a mis très longtemps à ce qu'elle ait un statut. Le statut de l'agricultrice, il a fallu très longtemps. Elle travaillait avec son mari, mais elle n'avait pas droit à la retraite, elle n'avait droit à rien. C'est seulement maintenant qu'on se dit, mais il faut faire attention parce que ces femmes qui ont travaillé toute leur vie dans l'exploitation, quand viennent les vieux jours, elles sont complètement démunies. Si le mari est mort précocement ou si elles sont démunies. On sait très bien en Afrique, il y a beaucoup de foyers monoparentaux où la femme galère et où en plus elle pourvoit l'alimentation du foyer. Donc il y a une véritable révolution féministe à faire dans ce domaine. Je suis désolée, c'est pas le sujet, hein. Mais on a encore beaucoup de boulot. Mais c'est à ajouter au chantier. Oui, c'est ça. Marie-Julie. Tout à fait. D'ailleurs, Mme Brunel mentionnait durant son exposé que les agricultrices et les agriculteurs doivent être bons dans tout. Peut-être cette question s'adresserait à Julie. Selon vous, c'est quoi l'importance de la formation puis de l'éducation justement pour cette relève? Oui. C'est sûr qu'au niveau de la fédération, c'est justement dans notre mission là, de former et informer nos membres là, aussi à la suite d'avoir été à l'école, là, de continuer la formation continue puis l'information aussi. Là, mais c'est sûr que ça a une grande place. Ça fait plusieurs années avant. La FRAC va avoir 40 ans l'année prochaine. Fait que ça fait longtemps. Il y en a beaucoup qui ont travaillé très fort avant moi. Là, fait que pour justement la formation, puis là, j'y vais pêle-mêle, mais avec les questions précédentes là, aussi au niveau des politiques relève, nous, on a un très bon programme là, qui est relié justement à un programme gouvernemental qui est relié justement à la formation. Fait que ça a quand même fait une grosse différence, puis même encore aujourd'hui, là, fait que c'est quand même quelque chose qui... Parce qu'ensuite, après avoir été à l'école, là, on retourne sur l'entreprise, puis le temps va vite, là, fait qu'au moins, c'est la place qu'on peut découvrir... communiquer aussi entre nous, là, tout le temps avoir un réseau de contacts, voir ce qui se fait partout à travers le Québec. Fait que ça a une grande, grande importance. Là. Bon, je pense qu'Abdon a réussi à résoudre son problème technique. Il va remettre ses écouteurs, s'il me voit. Abdon, voilà. Ouais. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on va vous rattraper. On parlait de la place des femmes, de l'importance d'une révolution féministe, mais on va revenir davantage à cet enjeu de relève et de formation. Julie Bissonnette vient d'en parler. Donc, de l'importance de l'éducation agricole, de la formation agricole. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelle devrait être l'importance de tout ça? Oui, d'abord, je m'excuse sincèrement. Ce sont les caprices de l'ordinateur. Je n'ai touché à rien. Donc, elle est là planquée. C'est dommage. Voilà. C'est la vie. Ça arrive partout. Oui.
Donc, moi, je pense qu'on doit continuer vraiment à former aussi bien les jeunes que les femmes, parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'informations, parce qu'il leur manque beaucoup d'informations, surtout quand ils sont du milieu rural. Donc, je pense que c'est là l'importance vraiment de l'appui que nos organisations font à travers vraiment des rencontres auxquelles nous sommes conviés, sinon même à des rencontres que nous organisons au sein de nos organisations. Et je pense que le simple fait de pouvoir être membre dans les grands ensembles, comme par exemple le CNCR ou bien la FONCS, là, ça nous donne aussi l'opportunité de combler certains gaps, parce que c'est des structures qui sont vraiment expérimentées, qui connaissent beaucoup de choses, notamment sur ce plan-là, et là, on est toujours à côté d'eux. Je regrette beaucoup le fait qu'on n'ait pas pu joindre vraiment Najiro, parce que très sincèrement, c'est une personne très expérimentée qui a fait beaucoup de choses, notamment sur cette problématique de jeunes-là. Et j'aurais vraiment, je serais très content de pouvoir l'entendre. Le réentendre là-dessus. Voilà, ben, c'est dommage pour nous. Vous savez ce que ça nous dit? Oui, vous savez ce que ça nous dit, tout ça? Ça nous dit que le sujet de la relève est loin d'être épuisé et qu'il y a sans doute lieu de faire un autre panel sur des questions plus fines, peut-être autour de la relève éventuellement, et on essaiera de rattraper Najiro, bien sûr. On essaiera de faire en sorte qu'il soit à Dakar, peut-être la prochaine fois, pour établir le lien. Mais je voudrais savoir de vous deux, Douin, Abdon, ce que vous espérez maintenant quand on pense à la relève, ce que vous attendez d'une organisation comme UPA Développement International. Julie, vous avez raté de près, vous et des membres de la relève agricole du Québec, vous avez raté de près une grande mission béninoise alors que la COVID commençait. Tout s'est arrêté presque le jour avant de partir, en fait. Là, il a fallu tout arrêter. Mais pour Douin, pour Abdon, qu'est-ce que vous espérez d'une organisation comme UPADI pour la suite en matière de relève agricole, plus précisément? Oui, moi, ce que je retiens, ce que je pense, c'est qu'avec UPADI, on a déjà fait quelque chose qui est très important. Le programme LGT dans notre organisation, c'est vraiment une très bonne chose qui a prouvé beaucoup de choses. Le simple fait, par exemple, de faire beaucoup de formations qui ont permis vraiment aux producteurs de mieux se connaître, moi, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je vous dis une chose, autant les gens, quand on disait quelle est ta profession, si vous dites cultivateur ou bien paysan, tout le monde rigolait. C'était vraiment un terme péjoratif. Et je pense qu'avec le LGT ici, dans notre organisation, les gens sont fiers de dire que nous sommes des paysans. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important qu'il ne faut pas négliger. En tout cas, je pense que si on essaie de répercuter ce modèle-là, aussi bien sur les jeunes et les femmes, moi, je pense que cet appui que UPADI a fait pourra encore propulser ces jeunes-là et ces femmes-là au devant parce que c'est un modèle qui est vraiment convaincant. Oui, donc, aller encore plus loin. Je pense il faut aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense que l'essentiel, c'est que UPADI puisse continuer la collaboration avec nous et je pense que là, vraiment, des progrès vont suivre comme ce qu'on a déjà fait pour le moment. C'est dans les plans, c'est dans les projets. Et si on a tenu toute cette série de panels virtuels, c'était aussi pour le garder, le lien, pour le maintenir pendant la pandémie et peut-être pour se servir d'outils comme ceux-là quand on pourra recommencer à faire du terrain, mais continuer de garder le contact plus fréquemment, c'est précieux. Douin, là-dessus, le rôle d'une organisation comme UPADI pour la suite, s'il te plaît. Alors déjà, moi je pense que l'UPADI peut beaucoup travailler à renforcer les capacités des jeunes sur le leadership, la vie associative, l'engagement citoyen, la démocratie paysanne, le rôle des élus au sein des organisations, la responsabilité des élus au sein des OPA. L'UPADI peut travailler également à renforcer les capacités des jeunes dans la gestion financière des OPA et de leurs exploitations.
L'UPADI peut accompagner les jeunes à mieux comprendre ce que c'est que l'agriculture commerciale, le marketing, la négociation commerciale, comment est-ce qu'il faut accéder au marché. L'UPADI peut accompagner les jeunes à avoir une petite maîtrise de l'eau sur leur exploitation, puisque jusqu'à l'heure où je vous parle, la production agricole au Bénin est encore tributaire à la géométrie. L'UPADI peut accompagner les jeunes à accéder à l'énergie, ne serait-ce que l'énergie renouvelable, et pourquoi pas le financement. Dans le chat, je vois le président de la PELOPA demander si nous estimons que la PELOPA n'accompagne pas beaucoup le Collège des jeunes. Il faut avouer que la PELOPA le fait beaucoup au Bénin. Et depuis que le Collège des jeunes a été installé, ils ont fait beaucoup. Et je me rappelle même dernièrement, la PELOPA devait aller rencontrer le chef de l'État. Je faisais partie de la délégation. Et ça nous avait beaucoup émus. Et je pense qu'on pourra le faire davantage. Tant qu'il reste à faire, président PELOPA, c'est que rien n'est encore fait. Nous vous encourageons à le faire davantage et nous vous serons reconnaissants. Vous serez fiers de nous, de nous avoir permis d'assurer cette relève. Merci. Merci beaucoup. Merci, Douance. Alors, ce sera le temps de nous quitter très bientôt. C'est Hugo qui va fermer toute cette série de panels pour cette saison 2021. Sylvie Brunel, un petit mot avant qu'on vous salue en vous disant au revoir, je l'espère. Je vous ai écouté avec beaucoup de bonheur, Julie. J'ai beaucoup aimé Julie, l'engagement de Julie pour les jeunes agricultrices et agriculteurs du Québec. Beaucoup aimé l'engagement de Duins dans ce Bénin que j'aime tant. Beaucoup aimé entendre Abdon, même si on a un peu galéré. À un moment, on l'a retrouvé finalement. Ouais. Et puis, je me souviens toujours de Abdoulaye Wade disant un jour qu'il comptait sur les paysans indiens pour nourrir le Sénégal. Je sais qu'il y a quelques années, vous n'étiez pas né, Abdon, mais ça m'avait, je rigole, hein, ça m'avait horripilé parce qu'on a cette force que nous ont montré Duins et Abdou, de ces agriculteurs africains qui ne demandent qu'une chose, c'est prendre leur destin en main. Voilà, j'ai assez parlé. Merci, merci infiniment, Sylvie Brunel. Ce livre s'intitule « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ». Moi, je vous le recommande fortement chez Buchet-Chastel. Ça se commande. Alors, il existe en poche maintenant. En poche maintenant? En poche chez HarperCollins. Ça veut dire qu'il vaut, alors en Afrique, ça fait encore cher, mais il vaut 7 €. 7 €, c'est l'équivalent. Enfin, vous voyez, c'est 8 $, quoi. Ouais. Je ne sais pas quel est le taux. 7 € en argent canadien, pour l'instant, c'est à peu près 10 $, il me semble, ou un peu plus. Oui, voilà. Savez-vous s'il est disponible en version électronique? Oui, bien sûr. Aussi, parfait. Et chez HarperCollins, vous l'avez en version électronique en poche, ce qui le rend quand même très accessible. Voilà. Alors, recommandation de lecture. Merci. Merci, Sylvie. Merci à tout le monde qui a participé. Merci, Julie. Merci, Marie-Julie. Merci, Douins. Merci, Abdon, que je ne vois plus, qui a refermé sa caméra. Un merci spécial, avant de vous quitter pour l'été, à Julie Como, par qui tout ça est rendu possible, qui a quelquefois des sueurs froides à brancher tout le monde, à tout ajuster. Alors, merci, Julie. Et Hugo Beauregard-Langelier pour le mot de la fin et peut-être la suite. Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous nos panélistes et je réitère aussi mes remerciements à Marie-Julie et à Julie, qui sont les personnes de l'ombre et qui contribuent grandement à la réussite de ce type d'activité qui demande quand même beaucoup de préparation et de logistique. Il y a une chose que je retiens des échanges d'aujourd'hui, puis je pense que, Douins, tu l'as bien présenté avec ton anecdote de la DABA, qui était vue comme une punition. Moi, ça me ramène à la notion d'estime de soi et de fierté. On peut discuter des enjeux techniques, on peut discuter des politiques, mais il y a quelque chose qui nous habite tous, peu importe le métier qu'on fait, c'est l'estime de soi et la fierté. Puis je pense que là-dessus, en tant qu'organisation qui vient, comme UPADI, qui vient du mouvement agricole québécois, qui intervient à l'international, on a certainement un rôle à jouer pour appuyer nos organisations pour justement que cette estime de soi, ce sentiment de fierté puisse également faire partie de notre mode d'intervention quand on est avec nos partenaires. Puis, je tiens à dire que c'est quand même assez récent, ça fait environ 2 ou 3 ans, on a signé une entente de partenariat, de collaboration avec la Fédération de la relève agricole du Québec. Hélène l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu malheureusement une mission qui a été avortée à cause de la COVID. Et quand même, l'année d'avant, en 2019, il y a un groupe de jeunes qui a participé à un stage de la relève ici au Québec, qui ont pu voir la façon dont la FRAC organisait ses activités, comment la FRAC faisait pour se faire une place au milieu dans le milieu agricole québécois. Donc,
Ça, je pense que c'est toutes des actions qu'on va continuer, sur lesquelles même on va mettre l'emphase. Puis je terminerai en disant que je pense aussi qu'on a un devoir en tant qu'organisation qui appuie les organisations paysannes à travers le monde, d'être en phase aussi avec les nouvelles réalités, avec les inquiétudes, puis surtout avec les ambitions des jeunes d'aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, des téléphones intelligents, toute cette dynamique-là qui n'existait pas il y a 10 ans et qui aujourd'hui a fait un bond spectaculaire en si peu de temps. On doit être aussi capable de s'adapter à ça parce qu'on sait, on le voit en Afrique aussi, les jeunes, c'est à ça qu'ils s'intéressent également. Donc, ça fait partie des éléments pour raccrocher les jeunes ou accrocher les jeunes au métier agricole. Donc, je m'arrête ici. Comme je le disais tout à l'heure, l'équipe du PADI, on va se réunir dans les prochaines semaines pour réfléchir à la suite de ces espaces de dialogue-là, de ces espaces de discussion pour maintenir le lien entre, ici aujourd'hui, on a la France, on a l'Europe, on a l'Afrique, on a le Québec. Donc, pour maintenir ce genre de discussion, ce genre d'échange-là. Et surtout, je pense que ça revient à discuter d'enjeux qui sont communs à tout le monde. Qu'on soit, peu importe où on soit, ce sont tous des enjeux. On l'a vu aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui sont communes à tout le monde. Donc, l'idée, c'est de continuer à voir ce qui nous touche et qui nous rejoint de façon collective, peu importe où on se trouve sur la planète. Donc, merci encore à tout le monde, puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci.